Des événements ont lieu en 2023 avec les habitants de la planète Terre. Tous les habitants sont appelés à un monde à part. Ou plutôt, pas tous les habitants, mais une seule ville découpée avec la croûte terrestre. Tout sur cette pièce a été convoqué, même la statue de la liberté. Tout ce qui était découpé était emprisonné dans un grand cube de verre, mais dans le nouvel endroit, il est comparable à un cube jouet. Ce n'est pas seulement un lieu, c'est un jeu d'êtres du monde supérieur. Chaque lieu a ses propres règles, celles-ci consistent à lancer des dés. Le cube peut facilement être placé sur les cellules du terrain de jeu, car il remplace le jeton dans ce jeu. Chaque cellule est une mission distincte à laquelle la ville devra faire face. Durant le jeu, jusqu'à la fin, les habitants devront défendre leur ville à tout prix. L'un des résidents tient un journal dans lequel nous avons appris l'existence de ce jeu. L'entrée numéro 743 raconte la défaite dans le jeu. Les figurines perdantes sont détruites, ce qui signifie que la ville entière est détruite. Avec la ville, ses habitants subissent des catastrophes et meurent. Le journal stocke les tactiques utilisées et enregistre également tous les événements du jeu. Les journaux disent que la rébellion contre les joueurs est inacceptable quelles que soient les circonstances. Même la possession d'une arme puissante ne devrait pas motiver un soulèvement, car pour les joueurs, la ville n'est qu'une petite pièce dans leur grand jeu. L'un des joueurs qui contrôlait sa pièce meurt avec elle, seuls les journaux sont sauvegardés. Un autre joueur le trouve et les lit. Le chercheur connaît le jeu par cœur, mais la possibilité de défier les autres joueurs a été une révélation. Il prévoit d'utiliser les informations des enregistrements trouvés pour détruire le jeu et retourner dans son monde. L'action se déroule sur la planète Terre, dans une grande ville développée. Le soleil brille dans le ciel, la vie bat son plein, chacun est occupé à ses propres affaires. Jacques rentre chez lui après l'université, écoutant ses chansons préférées sur ses écouteurs. Il est prêt à franchir un autre mètre qui le sépare de chez lui lorsque quelque chose d'inattendu se produit. Un flash bleu vif apparaît à sa droite. Jacques n'a jamais vu ça auparavant, alors il se fige sur place. La panique commence partout, personne ne comprend ce qui se passe. La ville entière est remplie de lumière vive, dont la source se trouve clairement quelque part à proximité. Jacques fait quelques pas et découvre qu'un énorme gouffre s'est formé devant lui. La ville s'avère être un cube situé sur un piédestal si grand que son bord inférieur n'est pas visible. Les passants ne peuvent pas reprendre leur esprit pendant longtemps, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Soudain, un panneau virtuel apparaît sous les yeux de tous, annonçant le jeu qui vient de commencer. Pendant longtemps, Jacques n'arrive pas à comprendre le sens de l'inscription qui apparaît sous ses yeux. Mais nous n'avons pas le temps de raisonner, car un énorme objet vole du ciel vers la ville. Un objet géométrique se rapproche très rapidement de la ville. Jacques se rend compte que ce n'est rien de plus qu'un dé. L'os s'écrase sur la coque de verre au-dessus de la ville et s'y coince. Le signe qui apparaît indique que la pièce avance de 3 cases. La ville commence à se déplacer vers un nouveau domaine, où l'attend une mission appelée défense. Le mouvement s'accompagne de fortes secousses. Comme un tremblement de terre, les habitants crient et implorent de l'aide. Jacques se rend compte que la ville a été mise en jeu. La ville s'arrête et Jacques se plonge progressivement dans les détails de ce qui se passe. Un panneau apparaît devant vos yeux, vous devez relancer les dés pour régler le niveau de difficulté et le temps de protection. Le premier niveau de difficulté est déterminé. 3 jours sont alloués à la défense. À côté de la ville, à la même hauteur qu'elle, apparaît un autre cube de verre. Le cube rejoint la ville, son territoire est rempli de forêts denses. La population de la ville est informée de toutes les conditions de la mission à venir déterminées par l'os. Il y a plusieurs bases dans la ville qui doivent être défendues. Si toutes les bases sont détruites, la pièce de jeu sera détruite et les habitants mourront. Jacques trouve cela inutile car tout se passe si soudainement, sans avertissement. Le plateau apparaît soudainement et se transforme en un petit dé à 100 faces, que chaque résident est invité à lancer. La valeur obtenue déterminera la classe du personnage pour la mission à venir. Toute l'attention se tourne rapidement vers le bruit qui approche. Un énorme groupe de monstres s'est formé dans la zone annexée à la ville. Les citadins courent dans des directions différentes, ils sont plongés dans le chaos. Les monstres traversent facilement la frontière et entrent dans la ville. Une bagarre éclate. Les gens tentent de combattre les monstres dans un combat au poing. Jacques essaie de s'enfuir, mais soudain, un énorme ORC apparaît par derrière et lui lance une massue. D'un coup sec, perçant l'air, l'ORC projette Jacques à plusieurs mètres. Jacques, couvert de sang, perd connaissance en plein vol. L'impact est si fort qu'il y a un flash bleu vif à l'atterrissage. L'ORC est satisfait de la victoire sur son rival et cherche déjà un nouvel objectif. Une lumière ardente et brillante apparaît derrière la foule d'or. Le personnage d'Amy descend du ciel sur des ailes de feu d'une beauté sans précédent. Elle enfonce sa lance dans le sol avec une telle force que l'asphalte ne supporte pas et se fissure. Un entonnoir de feu se forme autour de la lance, qui rattrape les extraterrestres. Les citoyens n'en croient pas leurs yeux, ils ont l'espoir du salut. Amy se tient fièrement à côté de sa lance, et les ors sont complètement incinérés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Amy s'avère être une résidente ordinaire, mais elle tient une lance de classe légendaire, lui donnant le pouvoir d'un dragon empirique. Amy donne l'ordre aux blessés de se cacher dans un endroit sûr,
et à la police et à l'armée de construire une ligne de défense. Ami ordonne aux villageois de lancer leurs dés pour qu'ils puissent enfin déterminer leur classe. Celui qui obtiendra la classe normale sera obligé de battre en retraite et les autres rejoindront la bataille. Chaque personne qui lance le dé a une arme qui lui est assignée en main. Beaucoup ont des doutes, mais voyant une fois de plus la force d'Ami, les habitants obéissent à ses ordres. Une bataille furieuse contre des monstres nouvellement arrivés commence et la ville est engloutie dans les flammes de la bataille. De nombreux habitants meurent, leurs cadavres recouvrant pratiquement les rues. Mais il y a aussi ceux qui dirigent les autres, les objets qu'ils ont reçus leur confèrent d'excellentes capacités. Jacques reprend enfin conscience, il lui faut beaucoup de temps pour se rendre compte de ce qui se passe autour de lui. Il remarque un dé à 100 faces dans sa main, qu'il n'a pas encore lancé. Il obtient une valeur de 100, le maximum possible. Il y a un flash vif et, au niveau des yeux de Jacques, un livre mystérieux du roi démoniaque Krasin flotte déjà, donnant au propriétaire accès à toutes les informations. Une base est déjà tombée, mais les tourbillons enflammés d'Ami remplissent continuellement l'espace de la ville. Ami dit avec un sourire à propos de la fin des ennemis, qu'elle est heureuse de son succès. Les habitants sont désormais pleins de joie, ils idolâtrent Ami et se réjouissent de la victoire. Soudain, un camion qui vient d'arriver surgit des nuages de poussière. Un pied en botte de l'armée pose le pied sur le sol, tout le monde comprend immédiatement que l'armée coréenne est arrivée. Les soldats se mettent en position de pleine préparation au combat, l'ordre est donné aux blessés de monter dans le camion. Le groupe est commandé par le sergent Robert, portant le casque de l'inquisiteur du culte Eldin, le protégeant de la peur et de la confusion. Robert remercie Ami pour son travail, mais comme Internet et les appels sont désormais coupés, il ne peut pas fournir d'informations sur la situation actuelle. Robert invite tout le monde à se rendre à la tour Namazan, où un point de sécurité a été établi. Soudain, un grand cri se fait entendre derrière nous. Jacques court vers eux avec son livre ouvert et déclare que la mission n'est pas encore terminée. Il précise que le patron de cette mission devrait apparaître prochainement. Le livre fournit des informations complètes sur les progrès actuels et des données sur tous les monstres. Jacques invite Ami et Robert à lire le livre même, mais pour eux les pages sont vierges. Il s'étonne que les autres ne puissent rien lire. Jacques tente de convaincre Robert et Ami, il leur raconte tout ce qui concerne leurs armes. Grâce au livre, Jacques connaît même la chanson de karaoké préférée d'Ami, ce qui la déroute beaucoup. Robert croit les paroles de Jacques, et maintenant la prochaine rencontre avec le patron l'inquiète beaucoup. Il prévoit de contacter le siège pour fournir de nouvelles informations sur la mission. Si l'on regarde la ville emprisonnée dans le verre, de très haut, il semble que rien ne se passe. Un observateur a une telle opportunité, il parle du jeu, se le transmet. Et s'il se lançait dans ce jeu, que deviendrait-il? Un personnage avec un bug. Apparemment, c'est pour cela qu'il est isolé, mais s'il pouvait un jour revenir dans le monde. Robert appelle Jacques et lui donne des informations depuis le quartier général. Le quartier général a donné la permission de prendre en compte les paroles de Jacques. Personne n'a d'autres projets, c'est un jeu de hasard, et Jacques est le seul à avoir tous les projets. Robert lui tend la radio. Jacques commence un rapport sur les détails de la mission en cours. L'idée est de protéger les 3 bases de l'avancée des vagues de monstres toutes les 6 heures. Si vous parvenez à les retenir 12 fois par semaine et à vaincre tous les patrons, alors le succès reviendra aux citadins. Jacques dit également qu'il essaiera de trouver un moyen de ramener tout le monde dans le vieux monde normal. Ami est ravie des paroles de Jacques, elle le voit comme un héros. Pas seulement un héros, mais un héros qui pense non seulement à la mission, mais aussi à ses conséquences. Pendant que Jacques fait son rapport, il remarque un problème dans le livre, à savoir que le propriétaire du livre monopolise les récompenses de tous ceux qui l'utilisent. Quiconque utilise le livre et n'en est pas le propriétaire ne recevra pas non plus d'expérience. Cela signifie que non seulement l'utilisation directe, mais aussi les communications radio via un tiers seront prises en compte. Pendant ce temps, un boss apparaît, un ogre à 2 têtes qui utilise la magie et le combat au corps à corps. La bataille commence, Robert pointe sa mitrailleuse droit sur la tête de l'ogre. Ami s'envole et envoie une colonne de feu sur le monstre. Sa force était suffisante pour vaincre le boss et terminer la première vague. De telles missions rappellent les jeux de stratégie. Les monstres avancent et la tâche des joueurs est de ralentir leur progression puis de les détruire. La deuxième vague de monstres approche à grands pas. En 4 heures, Jacques a réussi à développer de nouvelles tactiques de combat. La première phase de défense s'accompagne d'attaques avec des canons à longue portée depuis les toits des immeubles de grande hauteur. Les monstres du premier niveau tombent facilement sous de tels coups, car ils sont trop stupides pour trouver un moyen de réfléchir. L'armée a créé une ligne défensive avec laquelle elle peut riposter en toute sécurité. Jacques va forcer ses adversaires à aller dans une direction, afin de pouvoir les affronter facilement. Les monstres rassemblés dans une rue seront accueillis par des habitants dotés d'un équipement de haut niveau. Jacques commande les opérations par radio depuis l'un des étages supérieurs de la tour. Il dispose de toutes les dernières données, car le livre est mis à jour en temps réel. La ville est en proie à une bataille et de la fumée est visible partout. Robert tire sur les ennemis, tandis qu'un des soldats rapporte ce qui arrive à Jacques.
Robert se figea de surprise. Il est indigné qu'au début le quartier général ait pris en compte les paroles de Jacques et que maintenant le commandement de l'opération soit entièrement passé entre ses mains. S'il n'a que des données dans son livre, alors il est lui-même capable de diriger la ville. Mais maintenant, Jacques se tient déjà devant Robert et rapporte que tout est presque fini. Robert s'inquiète pour le prochain patron, mais Jacques assure qu'Amy elle-même peut facilement le vaincre. Pendant ce temps, Amy dort tranquillement à côté d'eux, enveloppée dans plusieurs couvertures. En s'entendant elle-même, elle ouvre soudain les yeux et remarque quelque chose qu'elle n'a jamais vu auparavant. Un énorme golem terrestre s'élève au loin comme une montagne. Voici Billy, il a été abandonné à la naissance, il est donc très faible au combat. Robert, Amy et Jacques se dirigent vers le géant dans un camion militaire. D'un coup viol, Amy crée un flash et le golem devient aveugle. Il heurte le sol au hasard, essayant en vain de percuter le camion qui avance à toute allure. Amy a été touchée par l'impact, projetée dans le camion et, pleine de mécontentement, condamne le plan de Jacques. Jacques déclare qu'ils ont délibérément rencontré le golem dans une zone vide afin qu'il ne puisse pas détruire les bases restantes. Amy suggère de vaincre Billy en le frappant avec un barrage d'attaque, car il est lent et n'a aucune résistance aux éléments. Elle n'est pas sûre de sa propre idée, mais Jacques l'encourage. Amy active la capacité empirique du dragon intégrée dans sa lance. Jacques, qui vient d'ouvrir son livre, découvre les capacités cachées des objets héroïques qui s'activent lorsque certaines conditions sont remplies. Amy le regarde légèrement perplexe, puisque sa lance est héroïque. Elle se tient devant le golem, levant sa lance et se préparant à lui porter un coup dévastateur. La lance, avec elle-même, est embrassée par la puissance de l'élément glace. Mais le golem est plus rapide et écrase Amy avec son énorme poing. Soudain, le poing est rempli d'une lumière orange vif, la lumière sort même à travers la pierre. Un dragon cracheur de feu vole dans le ciel, le livre rapporte que la compétence cachée du croc du dragon a été activée. Même Robert et Jacques regardent ce qui se passe avec stupeur, ils ne s'attendaient pas à voir cela. Le dragon invoqué se précipite sur le golem et l'écrase, les pierres volent dans tous les sens. Un dôme de feu rempli d'énergie s'est formé dans un rayon d'1 kilomètre. Amy, un peu battu et mutilé, est acclamé par Jacques, visiblement impressionné par la puissance de la compétence utilisée. Le livre est-il vraiment utile à long terme, ou pourrait-il devenir un réel danger pour la ville? C'est la question que se pose Robert, mais il est sûr que tant que le livre est entre les mains de Jacques, il ne devrait pas y penser. Une nouvelle icône apparaît devant les habitants, la mission défensive est terminée. Tous les citoyens en dehors de la ville sont transférés et tous les survivants recevront des récompenses. Tout le monde est surpris par la similitude de ce qui arrive à un ordinateur ou à un jeu de société. Chacun peut dépenser les points qu'il gagne pour ses propres besoins, à savoir des soins, des compétences, des objets ou des livres. Pour 10 points, vous pouvez guérir les blessures, et pour 10 autres, vous pouvez restaurer toutes les parties du corps perdues. Mais une nouvelle icône apparaît, ce qui ne fait pas du tout plaisir aux gens. À part Jacques, personne ne recevra de points, les points des autres sont comptés en sa faveur comme un sacrifice de souveraineté. Les citoyens sont furieux, ils ne comprennent pas ce qu'est un sacrifice de souveraineté. La nouvelle publicité suggère de sacrifier 10% de la population pour doubler les points reçus, et 90% pour multiplier par 100 les points reçus. Un classement de la répartition des points apparaît. Jacques occupe la première place avec un nombre des milliers de fois supérieur aux autres. Tout le monde regarde Jacques, et ses regards commencent à se transformer en haine. Il y a des accusations contre Jacques partout, il insiste sur le fait qu'il n'était pas au courant de cette fonctionnalité. Robert exhorte Jacques à rester calme et suggère que les blessés soient soignés en premier. Jacques est confus, il ne sait pas partager ses lunettes avec les autres, car le livre le lui interdit. Il essaie d'acheter des objets de restauration pour les offrir aux gens, mais le livre impose à nouveau une interdiction. Jacques jette le livre et demande à Amy de le brûler, après avoir offert une lance de feu, le livre s'évapore. Jacques, satisfait de la destruction, tente à nouveau d'acheter les objets, mais le livre est restauré morceau par morceau juste à côté de son oreille. Et maintenant, elle est déjà saine et sauve, flottant devant lui. Jacques est furieux et essaie de trouver un moyen de partager les points, mais en vain. Soudain, il remarque que la bouche d'une mitrailleuse chargée est pointée vers l'arrière de sa tête. Robert dit à Jacques d'une voix d'acier qu'il est en état d'arrestation. Les citoyens sont indignés, ils ne se soucient pas de savoir si Jacques est arrêté ou non, ils veulent leurs points gagnés. Amy essaie d'empêcher l'indignation de grandir. Robert se penche vers l'arrière de la tête du prisonnier et lui murmure des ordres de courir et de trouver un moyen de régler la situation. L'armée tente de repousser la foule indignée tandis que Jacques commence à dépenser les points qu'il a gagnés. Jacques décolle comme une fusée à toute vitesse, ne laissant qu'une traînée rouge accompagnant sa trajectoire de vol. La foule éclate de colère, personne ne peut croire qu'il s'est échappé. Un nouveau panneau apparaît et il reste exactement un jour avant le nouveau déménagement. Robert ordonne à tout le monde de se diriger vers des zones sûres. Les blessés devraient rejoindre les voitures. Sur le nouvel emplacement, les citoyens sont invités à se diviser en 2 groupes, un groupe prêt à combattre et un groupe prêt à évacuer.
Un informateur muni d'un porte-voix appelle pour vérifier plus souvent la fenêtre d'état et pour ne pas quitter la zone d'évacuation. Et fuyez aussi dès que Jacques est repéré, et s'il donne des conseils pour le raid, isolez-vous immédiatement. Pendant ce temps, Jacques se cache dans l'un des bâtiments et décrit nerveusement les détails du nouveau plan. Le quartier général ne dort pas non plus. Robert partage anxieusement ses pensées et ses idées avec ses supérieurs. Seul Amy, s'étant éloigné des pensées dérangeantes, dans un endroit calme à côté du pont, prépare son corps à de nouvelles réalisations. Un nouveau tour commence et le dé est lancé. La pièce avance de 4 cases. La nouvelle mission est le sceau démoniaque, à savoir des piliers apparaîtront qui enlèveront le sceau démoniaque une fois détruit dans le temps imparti. Et si cela ne se produit pas, le roi démon sera invoqué. Exactement 5 jours sont alloués à la mission. Des piliers, aiguisés dans des chaînes de fer, jaillir du sol les uns après les autres. Le premier pilier se voit attribuer le premier niveau de difficulté. Le pilier est protégé par un ange déchu qui erre à la recherche de son destin perdu. Le deuxième pilier est gardé par une créature capable de créer des objets dont la qualité augmente avec le temps. Le troisième défenseur est le gobelin ouissement du troisième niveau de difficulté, qui rêve de briser le sceau et de défier le roi démon. Jacques repose toujours calmement dans son endroit caché et tranquille, son visage illuminé d'un sourire. Robert reçoit un message indiquant que des civils ont lancé une attaque. L'ange déchu incinère la foule qui s'approche du pilier. Robert propose d'utiliser le pouvoir d'Amy, mais apprend qu'elle a disparu sans laisser de traces. Mais Amy n'a pas disparu, elle a décidé de défier Wesman seule et de détruire le troisième pilier. Se transformant en flamme, Amy se précipite pour attaquer. Mais le gobelin ne bouge pas, et dès qu'Amy s'approche de lui, il lève son épée, d'où suintent des jets d'eau glacée. En un instant, un énorme vortex d'eau apparaît, créant une barrière qui repousse Amy. Wesman remarque qu'il a désormais plus d'un adversaire. Amy revient sur le champ de bataille aux mains de Jacques nouvellement arrivé, plein de confiance et de détermination dans ses actions. Jacques dit à Amy avec un sourire qu'il va dépenser tous les points gagnés par les résidents pour lui-même, ce qui lui demande de signaler à tout le monde. Jacques se retourne et s'en va, et pour que les points qu'il gagne ne lui reviennent pas, il demande à Amy d'ordonner aux résidents de ne pas se présenter devant lui. Il est déçu de ne pas avoir trouvé le moyen de restituer toutes les lunettes qu'il a accidentellement volées. Mais maintenant, il peut tout dépenser pour lui-même, en augmentant tous les niveaux au maximum. Tout le monde dans la ville reçoit un message concernant toutes les améliorations acquises par Jacques, et la colère atteint ses limites. Il reçoit un grand nombre d'objets de classe héroïque et décide de tous les utiliser, car il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser. Wesman affiche un sourire joyeux, car un adversaire digne apparaît enfin devant lui. Désormais, le seul désir de Jacques, vêtu d'une nouvelle armure héroïque, est de protéger la ville de quelque manière que ce soit jusqu'à ce qu'il devienne possible de revenir à une vie normale. Et désormais les insultes des autres cessent de le déranger. Jacques se précipite et s'envole, quittant le champ de bataille, il reviendra à Wesman. Il vole vers la cible suivante, repoussant les murs des bâtiments qu'il rencontre en cours de route. L'ange sans destin ne parvient qu'à remarquer une lumière rouge au loin avant qu'un barrage d'attaque ne le morde. D'un seul coup de pied, Jacques brise le cou de son adversaire, l'ange est écrasé. Mais les habitants, au contraire, parviennent à remarquer le héros, leur désir est de le tuer. Jacques a réussi à lire dans le livre que dès qu'un ange écrase une centaine de personnes, il se transforme en ange déchu et devient beaucoup plus fort. C'est pourquoi la bataille avec le gobelin Wesman est passée au second plan. Un camion militaire apparaît sur la route menant au premier pilier. Robert, assis au volant, est plongé dans ses propres pensées. Soudain, un puissant coup ponctuel, accompagné d'un éclair lumineux, comme celui d'une météorite, renverse la voiture. Le camion parvient à se retourner plusieurs fois dans les airs avant d'atterrir sur l'asphalte. Robert et les soldats restent indemnes, personne ne comprend ce qui leur est arrivé. Au loin, vous pouvez voir une silhouette sombre, dans une main de laquelle se trouvent d'énormes ailes. À l'aide de son épée légendaire, qui transforme les parties amputées des monstres en objets, Jacques décide de transformer légèrement le corps de l'ange mort. Les soldats qui courent vers lui commencent à admirer son succès, mais Jacques ne réagit pas. À cette seconde même, il ne reste du héros qu'une lumière vive, un nouvel objectif s'est déjà dessiné. Robert est sur le point de partir, satisfait, même s'il n'est pas le sien, mais du succès au front, lorsque son assistant s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Le corps de l'ange scintille d'une flamme violette et sa force commence à lui revenir progressivement. Une nouvelle caractéristique s'affiche sur l'icône du monstre, à savoir l'ange déchu se transforme en une autre créature grâce à la capacité de dégâts. Et maintenant, une bête de corruption du deuxième niveau de difficulté fait rage devant l'équipe. Les soldats se préparent au combat et forment une ligne de protection. Des tirs commencent sur le monstre de tous les côtés. La garde s'avère trop forte, toute l'escouade, enveloppée de peur, prend la fuite. Même Robert, avec son attribut casque, décide de battre en retraite, mais le monstre le choisit comme première cible. Le monstre le presse au sol avec une énorme patte, et une grande flaque de sang est déjà visible sous la patte. Parallèlement à ce qui se passe, Jacques prépare déjà des tactiques pour le prochain défenseur du pilier.
La patte de la bête s'allume immédiatement d'une flamme verte brillante, le monstre est visiblement perplexe. Une soudaine explosion lumineuse repousse le monstre, Robert se dresse devant lui, plein de force. La capacité cachée du casque a été activée, éveillant l'esprit de Eldin, inquisiteur des hérétiques, chez le propriétaire. Cette capacité a imprégné l'équipement de Robert d'un pouvoir divin et l'a privé des sentiments de peur et de chaos. L'effet s'est étendu aux soldats de son escouade, tout le monde s'est précipité au combat. Robert se souvient d'une conversation avec son commandant de bataillon, Richard, le premier jour du match. Le commandant a attribué un camion au sergent, mais même cette décision, peu importante, a suscité des doutes et un doute de soi chez Robert. Robert a été nommé simple observateur. Et surtout, le calme. Mais maintenant, il est de sang-froid et rationnel, ne voyant aucun obstacle, désireux de se battre avec zèle. Les balles imprégnées d'énergie divine supplémentaire pénètrent facilement dans l'armure de la bête et les lanciers plongent leurs armes dans la partie exposée du corps. Le monstre est vaincu et un drapeau de victoire est hissé sur son corps. Jacques regardait le combat du sergent de côté. Il savait que la défense du monstre était faible, donc les soldats seraient capables d'y faire face. Après que l'ange ait changé de forme, les points que Jacques avait reçus pour sa contribution à la bataille ont été annulés. Jacques raconte quelques faits qu'il a appris du livre au gobelin Oisement. Il invite le gobelin à faire un pari, le gobelin écoute attentivement sa proposition. Si Jacques gagne, il brisera lui-même le sceau du roi démon. L'action se déplace vers le deuxième pilier, désormais protégé par les machines anti-humaines créées. Ami utilise toutes les ressources pour y résister, créant continuellement de nouveaux flux de feu. Mais les machines n'en finissent pas, elles s'adaptent à leur adversaire, s'emparent des éléments glacés. Chaque robot détruit se transforme en un nouveau, plus avancé. Ami se rend compte qu'elle ne peut pas faire face à ses rivales et donne donc l'ordre de battre en retraite. Mais les gens ne sont pas prêts à battre en retraite, tout le monde a besoin de ces points pour obtenir au moins une partie de ce qu'Ami possède. Une escouade d'archers du royaume d'Arin apparaît, équipée d'arbalètes, et ouvre le feu sur les véhicules. Remarquant l'escouade nouvellement arrivée, le garde principal du deuxième pilier s'apprête à l'incinérer à l'aide d'un laser intégré dans ses yeux. Les archers n'étaient visiblement pas prêts pour cela, ils craignent leur mort prochaine. Un laser d'une puissance sans précédent jaillit des yeux du défenseur, encore une fraction de seconde et l'équipe est terminée. Mais là, Ami, utilisant sa lance, crée un flux venant en sens inverse qui ralentit le laser. Une forte explosion se produit et un grand incendie se déclare. Ami ordonne une fois de plus aux gens ordinaires, même aux membres de l'escouade d'archers, de quitter le champ de bataille. La deuxième fois, ils décident finalement de courir pour sauver leur vie, ignorant les points potentiels. Ami se réjouit de son succès dans la bataille. Mais le garde vaincu fonctionne toujours, avec l'aide de ses yeux il commence une analyse détaillée du héros. Il reçoit toutes les données sur Ami, à savoir le niveau, le statut, les indicateurs de santé, les capacités et les armes. Sur la base des données reçues, le gardien crée une nouvelle machine appelée Anti-Ami. Les robots continuent de s'adapter, ils ciblent immédiatement Ami en synchronisation et tirent des missiles. Ami fait face avec succès à la première vague d'attaque. Encouragé par son succès, Ami retrouve un second souffle, ses cheveux s'illuminent d'une flamme vive. Les robots brûlent les uns après les autres, le gardien n'était visiblement pas prêt pour cela. Ami applique tous les effets accumulés, s'envole dans le ciel et se prépare à briser l'ennemi d'un seul coup puissant. Le gardien est vaincu, Anti-Ami surveille de loin l'issue de l'événement. Anti-Ami a un deuxième niveau de difficulté, il est armé d'un tueur de dragons, et est également capable d'infliger des dégâts supplémentaires à Ami. Ami le remarque dès qu'il atterrit juste derrière elle. Une nouvelle bataille commence, le robot part presque tous les coups de l'héroïne. Soudain, Jacques apparaît et achève tous les robots survivants. Il prend la tête du garde vaincu, puis fait exploser tout ce qui l'entoure. Il y a de nouveau un éclair de feu brillant, les objets et les personnes sont perdus de vue. Ami profite de cette situation, se cachant facilement de son antagoniste. Anti-Ami découvre ses traces et commence à chercher sa cible. Le gardien s'entête à un nouveau trait débloqué qui lui permet de commencer à produire le dernier modèle de robot 2 fois plus vite. La quantité produite double également, à savoir qu'en un cycle, 2 robots naissent désormais, la production ne s'arrêtera que lorsqu'Ami sera détruite. Jacques se tient au bord du toit d'un immeuble de grande hauteur et réfléchit à la bataille passée. Capturer chaque bloc était difficile. Une fois de plus, beaucoup d'efforts et de ressources ont été dépensés, et encore une fois, de nombreuses personnes sont mortes. Jacques pourrait facilement vaincre tous ses rivaux, mais est-ce l'essentiel pour la ville? Pour gagner la partie, la ville doit devenir plus forte, et pour cela, vous avez avant tout besoin d'une équipe solide composée de champions. Qui sera prêt à diriger tout le monde? Ami, laissée sans force, gît inconsciente sur le sol froid du soir. Elle n'a pas disparu d'elle-même du champ de bataille, elle a été sauvée et le sauveur lui-même se tient juste devant elle. Voici le gobelin Oisement, vêtu de ses robes de combat. Ami le repousse de peur, le prenant pour son ennemi. Elle avait très peur, c'est pourquoi elle s'excuse immédiatement auprès du sauveur. Le gobelin lui dit qu'il a guéri toutes ses blessures et lui propose de commencer à s'entraîner aux arts martiaux.
devenant ainsi son professeur. Anti-Ami a trouvé sa cible à 325 mètres. Le robot commence les préparatifs pour sa destruction. Le poing levé, le robot est prêt à frapper. Il est arrêté par Jack, qui saisit son poing en l'air, c'est désormais lui qui contrôle le robot. La tête volée est un attribut qui confond les robots et autres monstres dès qu'ils s'en approchent. La ville se noie dans la nuit, seule la lune dans le ciel éclaire le chemin des habitants de la ville. Ami et son professeur pratiquent pleinement les arts martiaux, développant ainsi leurs propres compétences. Ami apprend à contrôler sa puissance ardente, faisant appel à l'esprit du feu à différents intervalles, à différents moments de la bataille. Le maître la prévient que le pouvoir lui est seulement donné, et ne vient pas d'elle-même, elle doit donc l'utiliser avec parcimonie pour ne pas se faire du mal. Ami tire une puissante explosion sur le gobelin, ce qui rend difficile pour lui de parer de tels coups. Le temps s'éternise, les deux combattants perdent peu à peu toute leur force. Ami apprend que Jack a fait un pari avec Wesman qu'elle pourrait vaincre le robot anti-Ami. Elle doute de ses capacités. Le gobelin lui demande pourquoi elle s'entraîne avec lui pour devenir plus forte ou parce qu'elle fait confiance à Jack. Ami ne sait pas quoi répondre, car elle-même ne le sait pas. Elle considère que le renforcement de son corps est primordial et elle ne recevra de réponse que lorsqu'elle verra le résultat. Le gobelin change d'opinion sur Ami, à savoir qu'avant de la considérer comme une marionnette entre les mains de Jack, et maintenant il voit qu'elle suit son propre chemin, Wesman l'invitait à prendre sa formation au sérieux. 3 jours se sont écoulés, les rues de la ville sont sensiblement vides, le vent souffle sur les routes et rencontre peu de monde sur son passage. De nombreux habitants s'assoient sous terre, dans le métro, s'isolant ainsi afin d'obtenir les points requis. Certains sont submergés d'anxiété, à savoir s'ils devraient être là pour aider au milieu d'une mission. L'un des murs explose soudainement, laissant entrer la lumière du jour dans le tunnel. Anti-Ami atterrit en douceur sur la plateforme, son armure scintillant comme si elle était moulée dans du platine pur. Le robot lance le programme d'analyse et recherche l'objet d'Ami. Il détecte la cible et libère une puissante impulsion de glace. La cible commence à bouger, les tirs partent dans toutes les directions, les gens ont du mal à les esquiver. Le robot déclare avec confiance la destruction de la cible. Mais à côté de lui, par terre, il remarque la tête à moitié détruite d'un garde. C'est comme si une boule de feu apparaissait du sol derrière lui, puis Ami elle-même. Elle surprend tout le monde non seulement par son apparence, mais aussi par sa nouvelle tenue enflammée. Jack et Wesman observent ce qui se passe depuis le toit d'une maison voisine, estimant les chances de victoire de leur paroisse à 50%. Ami combat son adversaire avec fureur, parant efficacement chaque coup. Le robot utilise sa super capacité, envoyant des éclairs sur Ami. 3 jours et demi plus tard, le premier pilier a été détruit avec succès. Au bout de 2 heures supplémentaires, la garde du deuxième pilier fut détruite. 3 jours et 21 heures après le début de la mission, Ami a vaincu un mécanisme appelé Anti-Ami. À 4 jours du début de la mission, la plupart des habitants sont revenus au jeu. 4 jours et 3 heures après le début du raid, le deuxième pilier est détruit. Et après cette série d'événements réussis, les gens ont décidé qu'ils pouvaient faire face à absolument tout. Et ils n'auront même pas besoin de l'aide de Jack. Jack lui-même discute paisiblement avec Wesman des résultats du pari terminé, selon lesquels le gagnant a la possibilité de détruire le sceau. Les civils résument les résultats intermédiaires de la mission et renforcent leur propre force. Robert reçoit un message radio du commandant Richard, le félicitant pour sa réussite dans l'opération, avec toutefois quelques reproches. Richard donne à Robert la permission d'agir à sa guise, une véritable carte blanche pour le sergent. Richard promet de promouvoir le second s'il continue à mener à bien ses tâches, mais Robert ne semble pas très intéressé. Ami fait sortir Robert de son état de réflexion. Ils se promènent ensemble dans la ville en discutant, jusqu'à ce qu'il remarque une silhouette humaine s'approchant du sceau du roi démon. La silhouette s'écrase dessus, provoquant la fissuration et l'ondulation du sceau comme une hallucination. Quelques secondes s'écoulent et il ne reste plus rien de la zone d'impression centrale. De nouveaux panneaux apparaissent devant Ami et Robert, le sceau est détruit, le but de la mission est modifié. Un éclair rouge commence à émaner du sceau, après quoi il explose. Les citadins, voyant le nouveau message, commencent à blâmer Jack pour tout. Même le gobelin fut étonné de sa décision, il ne s'attendait pas à un tel courage de la part de Jack. Jack lui-même trouve un nouvel accessoire de classe légendaire, conçu pour protéger son propriétaire dans le royaume démoniaque et enfer. Le héros entre facilement dans le royaume, où il rencontre l'un des rois démoniaques. Remarquant un bruit suspect, le démon mâchant les restes d'un être vivant se tourne vers Jack. Lorsqu'on lui demande s'il s'appelle Krasina, le démon rit sincèrement. Le livre révèle de nouvelles informations, à savoir le démon Kimbaba, qui absorbe les os et la chair de ses adversaires pour restaurer ses propres points. Jack est sur le point de quitter le royaume, mais un démon en colère tente de l'arrêter avec ses coups écrasantes. De l'obscurité, Wesman surgit rapidement, comme le vent. Il ne s'attendait clairement pas à voir un démon dans un tel état. Le démon, agitant ses poings, ressemblant davantage à des morceaux de viande crue, se prépare au prochain coup. Jack essaie de calmer le démon, lui assurant qu'il est entré en lui simplement par erreur. Le démon devient fou furieux, ses poings brillent en vert.
Pour plaisanter, le Zéro propose à Wesement de changer de place avec lui. Jacques est finalement touché par le coup et, l'âme cale, il perd connaissance, donnant ainsi aux résidents une chance de gagner de nouveaux points. Le gobelin aide son camarade et ensemble, ils disparaissent au second plan. Une bagarre éclate dans la ville contre les harpies arrivant par le portail ouvert par le sceau. Robert voit que les harpies deviennent trop nombreuses pour être contenues. Le ciel en est simplement couvert, comme d'énormes nuages d'orage. Il y a de plus en plus d'habitants blessés, d'autres les traînent vers des lieux sûrs. Robert n'arrive pas à accepter le fait que tant de gens souffrent à cause de Jacques, y compris lui-même. Ami combat les harpies au premier rang, tenant dans ses mains un nouveau bouclier légendaire. Les harpies tuées s'évaporent, ne laissant qu'une brèche dans les routes. Les habitants insultent Jacques, l'âme d'Ami en souffre, mais elle ne le montre pas. Un passant inconnu remarque le manque de naturel du comportement d'Ami et entame un dialogue avec elle. Le nom de la passante est Zelda, elle est surprise de savoir pourquoi Ami autorise les déclarations négatives des autres à propos de son amant. Elle partage un sac de biscuits avec Ami en guise de remerciement de lui avoir sauvé la vie en la guidant vers la zone de sécurité. Il n'y avait que la moitié d'un morceau de biscuit dans le sac, ce qui a légèrement contrarié Ami. Jacques, se réveillant, remercie Wesement de l'avoir sauvé, même s'il savait déjà que cela arriverait. Le gobelin reproche un peu à Jacques, mais lui sourit. Le livre est surligné en rouge, un panneau apparaît. L'amitié entre Wesement et Jacques a atteint le niveau maximum, la compétence cachée de Krasin est activée. Gobelin et Jacques retournent à Ktumbaba pour se venger de lui. Le gobelin décide d'utiliser son mouvement de signature. La technique peut se suicider, mais pour la victoire, cette action est tout simplement nécessaire. Les yeux de Wesement s'écarquillent et prennent une teinte bleue, et le démon devient aveugle. Profitant de l'instant, Jacques coupe la tête du roi. La nouvelle icône indique que tous les monstres de la mission ont été vaincus et que le gobelin prend une pause de victoire. Le livre invite son propriétaire à signer un contrat spirituel avec Wesement, ce que Jacques accepte immédiatement. Jacques vole du ciel là où se trouvaient le sceau et le portail, appréciant le travail accompli. Le classement apparaît à nouveau devant les résidents, dans lequel Jacques continue de détenir la tête avec un avantage centuple. Ami se tient en plein air, également intrigué par la répartition des points, tandis que Zelda la regarde d'en haut. Alors que Jacques vole dans le ciel, Zelda l'admire et se demande s'il deviendra un jour une étoile montante. Ou peut-être deviendra-t-elle la bombe la plus dangereuse. Robert replonge dans ses propres réflexions, le principe des jeux stratégiques devient un sujet de discussion dans sa tête. Robert est convaincu que le principe du jeu dans lequel il participe est de protéger sa propre base avec l'aide de troupes. Est-il possible dans ce cas une sorte d'alliance suprême avec Jacques, avec l'aide de laquelle il sera possible de détruire le roi démoniaque? L'un des joueurs, prêt à passer à l'action, découvre un élément paranormal à l'intérieur d'un cube de verre. À l'aide du menu de commande, il devient possible de détruire cet élément. En volant au-dessus des nuages, Jacques remarque que quelque chose ne va pas, comme si le regard de quelqu'un était dirigé vers lui. Il lui semble qu'il s'agit d'une hallucination, alors il tombe brusquement au sol. Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la commande, le joueur ne peut pas effectuer la destruction. Le joueur lance une analyse de l'élément paranormal, il s'avère qu'il s'agit de Jacques. Le joueur décide de reconfigurer l'élément en sa faveur. Il rend Jacques invisible pour le reste des joueurs et le jeu continue. Les citoyens peuvent enfin dépenser les points qu'ils gagnent. La voix de l'orateur dans la rue annonce les résultats de l'étude des dés du jeu et commence à décrire le principe selon lequel tous les habitants étaient divisés en classes. Robert acquiert un outil de classe héroïque, mais il s'avère qu'il s'agit d'une cuillère ordinaire, que Robert ne sait pas utiliser. Les citadins commencent à échanger leurs objets entre eux. La propagande commence dans les rues, des combattants sont recrutés pour mener à bien la mission à venir. Ami rapporte au sergent Robert qu'elle va quitter l'armée pour aider les gens qui se cachent dans la peur. Mais en même temps, elle continuera d'aider la ville dans les opérations à venir. Jacques regarde autour de la ville, assis sur le rebord d'un des toits. Tout se passe selon son plan. Il y a les héros dont la ville a besoin, et il y a l'armée dont elle a besoin. Mais que se passera-t-il si sa stratégie ne se déroule pas comme prévu? Qu'arrivera-t-il à la ville? Soudain, une main touche son épaule. Il se retourne et voit Zelda devant lui. Jacques l'avait déjà rencontrée dans son livre, mais il n'arrivait pas à comprendre à quoi elle ressemblait. Jacques est étonné que Zelda ait pu grimper si haut, et lui dit qu'elle vient de gravir l'échelle. Zelda se tient très près de Jacques, ses joues pourpres trahissant son embarras. Elle est sur le point de partir. Jacques est intrigué par le but de sa courte visite. Zelda se moque de lui car cette information est introuvable dans son livre. Elle ramasse le long bout de la corde attachée au toit et saute. Jacques baisse les yeux, à la fois émerveillé par sa taille et par son audace. La ville continue sa vie quotidienne comme si rien d'inhabituel ne s'y passait. Sous le tintement aigu du gong, le ciel change de couleur et se transforme en sable sombre. Le niveau de la ville augmentera d'un point, les infrastructures de la ville seront partiellement restaurées. Le livre montre que le niveau de la ville est directement proportionnel au nombre de points dépensés par les habitants. Jacques se rend compte que ces points ne comptent pas dans le score de la ville. Mais où sont-ils tous allés alors?
Jacques commence à soupçonner que le livre les a pris pour lui-même, mais il n'est pas encore sûr. Est-il sécuritaire de continuer à utiliser le livre? Parallèlement à la ville, les bretelles de Robert ont également été mises à jour. Il obtient le grade de sous-lieutenant. Zelda regarde l'armée depuis un balcon bas. Elle voit que tout le monde se porte très bien sans sa participation, alors elle ne sait pas où aller. Sur le balcon à côté d'elle se trouvent quelques cadavres de soldats, peut-être tués par elle, et à proximité se trouvent des boîtes remplies de dés de toutes sortes. Jacques est assis dans son bunker et réfléchit, attendant le début d'un nouveau mouvement. Une description de la nouvelle mission apparaît immédiatement devant lui. La ville a été capturée par le dieu de l'or, qui doit se contenter de trésors dans un certain délai, sinon la partie sera terminée. La mission durera 2 semaines, le deuxième niveau de l'avidité de Dieu a été déterminé. De nouvelles cartes apparaissent à proximité de la ville, sur lesquelles se trouvent les trésors, plus la valeur du trésor trouvé est élevée, plus le degré de satisfaction de Dieu est élevé. Tous les trésors ne sont valorisés qu'à l'intérieur de la ville. Toutes les récompenses individuelles dépendront de la satisfaction du Dieu. Amy passe beaucoup de temps à se pencher sur les conditions du prochain raid. À côté d'elle, le mécontentement de la foule se fait à nouveau entendre. La mission comporte de nombreuses conditions qui prendront beaucoup de temps à comprendre. Amy décide de ne rien lire et de simplement explorer les territoires nouvellement apparus. Il y a 3 lieux rattachés à la ville, à savoir la jungle, le désert et le canyon. Jacques est satisfait des conditions de la mission à venir et considère que de tels arrangements sont extrêmement chanceux. Jacques décide d'aider la ville à atteindre le niveau de développement nécessaire à sa stratégie avec l'aide du livre de Krasin, puis de trouver un moyen de s'en débarrasser. Immédiatement après l'annonce de la décision, le livre est transpercé par une lame tranchante qui traverse également le corps du héros. L'épée disparaît et le livre commence à voler autour de Jacques. Son corps est saisi d'une douleur aiguë dont la source se trouve dans la région du cœur. Cette douleur est la punition du roi démon pour sa paresse. La santé de Jacques diminuera progressivement jusqu'à ce que le nombre requis d'autres personnes soit sacrifié à la souveraineté. Le secteur de la jungle vient au premier plan. Une équipe appelée Kanji et Rose trouve un donjon contenant des trésors. L'équipe est composée de 4 personnes. Inspirés, les membres de l'équipe vont s'emparer de tous les trésors, sans partager leur expérience avec personne. Une silhouette sphérique rouge apparaît de l'obscurité du donjon, ressemblant à un monstre garde. Ce monstre s'avère être Jacques, qui porte sur son dos un sac rempli de trésors. Il traite avec l'équipe, sacrifiant ainsi la souveraineté. Toutes les victimes de la souveraineté sont transférées au bâtiment Arleton, dans la salle d'isolement. Tous ceux qui sont arrivés ici sont les victimes de Jacques qui les a rencontrés en chemin. Les résidents du centre de détention communiquent entre eux et partagent des histoires sur la façon dont ils se sont retrouvés dans cet endroit. Les dimensions de l'isolant sont grandes, mais en même temps il semble assez complet. Jacques, ayant obtenu un autre trésor, enregistre le nombre de victimes de la souveraineté à 2500. Le roi Krasin est en partie satisfait de ce chiffre et allège la punition. Jacques est indigné, il connaît littéralement tout sauf le livre lui-même, sur la base duquel le livre le contrôle. Le héros a un plan qui lui permettra de contrôler le livre. Mais le plan ne pourra être mis en œuvre qu'une fois le raid en cours terminé. Les actions suivantes se déroulent à l'emplacement du canyon, dans le nid de l'empereur Griffon. Ce n'est pas seulement un griffon, le sang des ancêtres dragons coule dans ses veines. Jacques attire le griffon, avec l'intention de l'attaquer. Pendant ce temps, Amy rejoint également la bataille dans le canyon. Elle grimpe sur les épaules du troll de pierre et lui enfonce sa lance. Amy se souvient des conseils de Maître Wesman sur les tactiques de combat. Et puis, d'un seul coup de lance, il fait exploser la tête du troll. À chaque bataille gagnée, Amy devient plus forte, c'est pourquoi elle remercie mentalement le gobelin. L'héroïne se précipite vers le trésor conquis, mais remarque Zelda à proximité. Amy ne comprend pas pourquoi l'autre la suit. Zelda, pleine de fierté, affirme que le harcèlement criminel est pour elle une activité très lucrative. Amy est tellement ravie par ces mots qu'elle ne trouve pas les mots pour répondre. Ils décident de poursuivre leur voyage ensemble. Des observateurs orques peuvent être vus sur les parois de la gorge, observant les 2 filles. Amy note la taille du sac de Zelda, il est trop petit pour passer toute la journée à collecter des trésors, ce à quoi son compagnon répond qu'elle privilégie la qualité plutôt que la quantité. La valeur d'un trésor ne peut être déterminée qu'au sein de la ville, alors comment Elda parvient-elle à l'évaluer? Les compagnons sortent rapidement de la gorge. Amy apprend que les monstres de cette mission ne sont pas des ennemis. Toutes les récompenses sont individuelles, vous devez donc toujours être sur vos gardes. Sinon, quelqu'un d'autre prendra vos récompenses. Hôtel Grag, 1 heure avant minuit, du verre est brisé dans une des chambres et la lumière est allumée. 2 policiers et un enquêteur tentent d'élucider la scène du crime. Le détective John entre dans la pièce. Il est accompagné du criminologue Will, tous 2 de la police. Le policier rapporte ce qui s'est passé, à savoir que le client de l'hôtel a été endormi et volé. Les trésors qu'il avait obtenus ont disparu. Will sourit et déclare que le trésor est estimé entre 1 et 12 heures, c'est pourquoi les vols se sont multipliés ces derniers temps. La police est étonnée par la manière dont Will dialogue, car il communique lui-même avec le détective John.
La police remarque Jack à la fenêtre, volant sur un griffon qu'il monte. John l'attrape à la volée à l'aide de ses gants de classe légendaires. Ils tombent ensemble et s'écrasent sur la couche de route avec une force énorme, formant un entonnoir. Will donne l'ordre d'informer les résidents de l'arrivée de Jack et de commencer l'évacuation immédiate. Le détective est complètement confus, car Jack n'a même pas essayé de lui échapper. Le visage du héros s'éclaire complètement d'un sourire. Le dieu de l'or est situé juste au-dessus du cube de verre et les habitants de la ville reçoivent des notifications de l'arrestation de Jack. Une arrestation est une chance de gagner beaucoup de points, alors nombreux sont ceux qui prennent les armes. La formation des équipes commence et l'agitation reprend partout dans les rues. Mais le temps passe, et le dieu de l'or n'est toujours pas satisfait. Le village gobelin dans le secteur de la jungle est complètement vidé. Les gobelins tentent de riposter puissamment, mais l'armée est plus forte. Les soldats utilisent leurs nouveaux objets haut de gamme, comme le All Warrior Tomahawk, qui revient à son propriétaire après chaque lancer. Un petit groupe de gobelins tente de s'échapper. Quelques tirs d'arc des héros F d'Elfran mettent fin à l'évasion. Un gobelin survit encore et attend déjà avec impatience son propre succès. Le tireur d'élite sur l'arbre tire un coup de fusil, la tête du gobelin est déchirée en petits morceaux. Robert, qui se trouve dans un village voisin, rend également compte des succès de son équipe. Le magicien gobelin tente d'utiliser la sorcellerie pour se protéger des soldats. Le rituel d'invocation du dieu gobelin est déjà dans sa phase finale. L'un des combattants sort un anneau explosif, un accessoire de classe magique. Une puissante explosion, accompagnée d'un flash violet vif, fait oublier le magicien à tout le monde. Robert doute de l'équité des tactiques utilisées, mais il s'agit d'une guerre, pas d'un combat entre personnages d'anime. Dans les zones dégagées, des otages sont retrouvés, des habitants de la ville grièvement blessés. Un nouveau plan stratégique est en cours de discussion au quartier général du commandement de l'armée. Richard décide d'envoyer des forces supplémentaires dans les villages capturés pour renforcer leur contrôle. Il est prévu de transformer les nouveaux territoires en bases militaires extérieures. Richard essaie d'obtenir des informations auprès de Robert sur l'arrestation de Jack, mais il ne sait rien. Robert pense que la personne arrêtée n'est pas un ennemi et que la seule chose qui présente un danger est son livre. Près du commissariat, sous le soleil éclatant de l'après-midi, un griffon s'est installé. Les policiers s'indignent, mais que faire quand leur taille, comparée à celle d'un oiseau, est comparable à celle d'un petit pois. Jack prend son repas dans sa cellule comme si de rien n'était. Will et Jack, qui sont venus vers lui, tentent immédiatement d'exercer une pression psychologique. Le héros ne fait que rire en réponse, admettant joyeusement tous les actes dont il peut être reconnu coupable. Will regarde attentivement le livre de Krasin, dans l'espoir d'en apprendre au moins quelque chose. N'ayant rien appris, Will suggère à Jack de recourir à la loi samaritaine, pour éviter la punition par la volonté divine. Mais en réponse, il ne reçoit qu'un refus froid, il n'est venu en prison pour demander l'aide de personne. John regarde Jack avec surprise, complètement confus quant à ce qui se passe. Un policier arrive dans la cellule avec une nouvelle importante. Il y a juste une attaque contre les habitants de la ville par un héros doté d'un objet de classe héroïque, et de tels incidents sont de plus en plus fréquents. Will et John, faisant partie d'une équipe de police, se rendent sur les lieux de l'incident. Will tire une conclusion sur le caractère naturel de ce qui se passe. John enfile ses gants de héros et se prépare à combattre le criminel. Au milieu de la rue, un citadin, levant son épée, s'apprête à en tuer un autre pour lui enlever son trésor. Les yeux du criminel semblent être possédés par le diable. Il est sur le point de partir à la recherche d'une nouvelle cible lorsqu'il remarque John s'approcher de lui. Le criminel est désemparé. Le détective est clairement plus fort que lui de la tête et des épaules. La seule décision qu'il prend dans cette situation est d'abandonner. Will pense que lui, le détective, doté d'un tel pouvoir, pourrait facilement devenir les rois de la ville. John ne peut s'empêcher d'être ravi de cette offre, il retient un sourire joyeux. Will arrive à la conclusion qu'il y a de nombreuses bizarreries dans l'arrestation de Jack, pourquoi se rendre publiquement après seulement un jour de raid? Cette pensée alarme grandement Will. Mais la situation actuelle est en sa faveur, car il y a beaucoup de nouveau travail pour la police. Combien de temps Jack va-t-il attendre? Le héros a un nouvel attribut, un cheveu de la queue du roi singe, qui permet au propriétaire de créer son propre alter ego. Jack décide de l'utiliser, la fumée remplit immédiatement la chambre. Quelques secondes s'écoulent et une copie exacte de lui-même se tient déjà devant lui. Le vrai Jack revêt la cape d'invisibilité et s'échappe, laissant le double agir comme prisonnier. La police, remarquant une activité suspecte dans la cellule, décide de vérifier Jack. Ils sont prêts à se battre avec la personne arrêtée, ils sont envahis par le désir de tester leur force. Le héros passe simplement, ignorant tout le monde, et sort au centre du couloir. Jack demande à être transféré dans une nouvelle cellule d'isolement. Le griffon, assoupi au soleil devant le commissariat, se réveille brusquement de son sommeil. Avec plusieurs battements de ses ailes puissantes, il se lève et s'envole, provoquant la surprise parmi les gardes policiers. Jack enlève sa robe et, avec le griffon, il se dirige vers un autre endroit. Du livre, le héros apprend que la première étape de la mission a réussi, les civils ont commencé à agir.
Le 4e jour de l'opération commence, on peut déjà constater une division claire de tous les habitants en deux groupes, à savoir l'armée, qui recherche des trésors dans les territoires annexés, et la police, qui a assumé le rôle de chef de l'armée. Ceux qui ne peuvent pas lutter contre le commerce des objets. Robert et son équipe se trouvent dans un village gobelin capturé. Même si le soleil ne s'est pas encore levé, des travaux actifs sont en cours pour renforcer la base. Utilisant des objets magiques, les combattants travaillent avec une efficacité sans précédent. Robert est inspiré par le zèle des soldats, mais le manque d'informations sur la situation dans la ville l'inquiète beaucoup. Qu'en est-il des crimes continus qui se produisent à cause du trésor? Richard conseille à Robert de ne pas s'impliquer dans les affaires de police. Même si la police demande de l'aide, l'armée ne fera qu'un petit pas vers le soutien, c'est une pratique historiquement correcte. En ce moment, des choses terribles continuent de se produire dans la ville, encore enveloppée dans le voile de la nuit. Sur le parking d'un centre commercial, des cris s'élèvent d'une poubelle. L'un des résidents est torturé et est affecté par la magie. Derrière lui se tient une créature portant un masque démoniaque, essayant de plus en plus de nouveaux types de douleurs. Dans sa main se trouve une perle magique abandonnée de qualité mythique. Plus cet objet est utilisé, plus il devient fort. Le citadin perd ses forces, mais il tient bon. La créature déclare qu'elle n'a pas encore l'intention de le tuer. L'habitant persuade le monstre de s'arrêter, il lui donnera tous ses trésors. Le monstre rétorque que l'expérience est le trésor le plus important et se prépare à l'avaler vivant. Une lumière vive provenant du gant du détective John fait fuir la créature. Will et John ne peuvent pas comprendre pendant longtemps ce qui s'est passé ici. Le résident est déjà mort, ses trésors restent intacts. Will remarque à quelques mètres de lui un tas de cadavres empilés les uns sur les autres, apparemment c'est aussi l'œuvre d'un démon. Will commence à regretter d'avoir laissé Jack derrière les barreaux. Le médecin légiste décide d'avoir une conversation sérieuse avec lui. John doute qu'un tel dialogue puisse porter ses fruits. Le détective propose d'interroger toutes les personnes associées au héros avant son arrestation. Loin de la ville, assis sur un griffon qui s'envole, Jack continue sa recherche d'un trésor. Le taux de satisfaction du dieu est de 6%, ce qui n'est pas grand-chose même compte tenu des trésors en cours d'évaluation. Un griffon survole le désert, dans ses pattes il tient un énorme sac de bijoux. Un puissant tourbillon est visible devant nous, bloquant la route. Le griffon, privé de ses forces, est prêt à tomber au sol à la seconde même, mais Jack déclare qu'ils sont enfin arrivés. Le sac de bijoux est envoyé dans une grotte remplie de piles de pièces d'or. Cette grotte est la cachette de Jack, où il met tous les trésors qu'il trouve. Derrière le héros, vous pouvez voir un énorme cochon d'argent mangeant des pièces de monnaie. Jack a-t-il vraiment créé son propre dieu de l'or? Parallèlement à ce qui se passe, Robert va faire une déclaration sur la situation avec Jack. Il monte dans un camion militaire et se dirige vers la ville. Mais le gobelin Wesman ne perd pas de temps et envisage de donner vie à son plan astucieux. Utilisant sa capacité de foudre, il attaque Jack et le renverse. Le héros tombe au sol et perd connaissance. Le gobelin, satisfait du résultat, s'apprête à partir. Jack reprend immédiatement ses esprits, plein de joie et de force. Wesman a utilisé la magie pour appliquer une pression sur les points chi de Jack afin de soulager la douleur de la malédiction du livre, ce qui était son plan. Deux amis se demandent comment retrouver le roi démoniaque Krasin. Le livre montre tous les mouvements de Robert, et pendant qu'il est en ville, Jack et Wesman décident de se diriger vers la forêt. N'est-ce pas le meilleur moment pour cambrioler une maison vide? Le camion entre dans la ville, Robert sent que quelque chose ne va pas. Il ordonne au conducteur de faire demi-tour brusquement. Le camion est pris en embuscade et plusieurs boules de feu sont lancées sur lui. Robert remarque une escouade de magiciens sur le toit qui utilisent des sorts contre lui. Le chauffeur parvient à écarter le camion. Robert ordonne de continuer à conduire jusqu'à l'arrivée des renforts. Les combattants remarquent qu'un démon s'approche de leur camion à grande vitesse. Le démon vole beaucoup plus vite, il les rattrapera inévitablement. Jack a déjà réussi à pénétrer dans le donjon forestier, où il rencontre des lézards des abysses. Les lézards se sont vus attribuer un 3e niveau de difficulté et la force de leur attribut augmente considérablement. Jack transforme les monstres en poussière d'un seul coup de son épée légendaire. Il remarque que son corps est devenu beaucoup plus léger après avoir reçu les points chi. L'aura de cet endroit est similaire au royaume des démons. Wesman demande à Jack d'être prudent. Le héros est déprimé, car si c'est vraiment la demeure du roi démon, alors la punition démoniaque du livre deviendra plusieurs fois plus forte. Les amis décident de quitter cet endroit au plus vite, ils ont déjà suffisamment de trésors. Une porte secrète s'ouvre à leur gauche et une invitation à entrer retentit. Le démon de la ville est déjà à quelques mètres du camion du lieutenant. Robert remarque la boîte sur la banquette arrière que Richard lui a donnée lors de leur dernière rencontre. À l'intérieur se trouve un attribut de classe héroïque qui crée une couverture temporaire s'il est utilisé. Un dôme de protection d'un petit rayon est formé autour du camion d'une durée de 3 minutes. Le démon s'avère capable d'ignorer la protection, il saute sur la capuche et engage une conversation avec le lieutenant. Robert est complètement confus.
Le combattant remarque des mains humaines sur le démon et l'invite à se retirer afin que Robert ait la possibilité d'entamer des négociations directement avec les autorités de la ville elle-même, auxquelles, à son avis, le démon lui-même est subordonné. Le monstre rit en retour et le félicite pour son courage. La créature déclare qu'elle n'écoutera pas les soldats de l'armée, et encore moins obéira à leurs ordres. Le camion commence à disparaître sous ses yeux. Robert remarque que l'aura du démon s'avère fatale aux personnes qui tombent dedans. Une telle force pourrait devenir une véritable arme de destruction massive. Robert accepte de se rendre si le démon remplit l'une de ces conditions. Le démon devra devenir le subordonné du lieutenant. Robert le ramènera à la raison et le rendra plus humain. Des renforts apparaissent. Le détective John utilise le gant héroïque pour créer une aura de guérison qui neutralise tous les effets du démon. Le démon est incapable de lancer des sorts sous cette aura. Sa seule arme reste une fronde de classe héroïque. Il vole dans le ciel et l'envoie directement sur ses adversaires. La force de l'impact du projectile est comparable à celle d'un laser. Robert parvient à repousser le détective en vol et à le sauver. Le lieutenant ordonne de monter dans le camion. John ignore l'ordre, car il est illégal pour un policier de fuir un criminel. Pendant que Robert et John se disputent, le démon disparaît. Dans une autre partie de la ville, Amy mène sa propre lutte contre le crime. Les assaillants ne s'attendaient clairement pas à la rencontrer ici, car elle cherchait des trésors ailleurs. En s'enfuyant, ils parviennent à lui lancer une bouteille de poison, qu'Amy réussit à attraper. Un passant lui raconte que les braquages sont devenus plus fréquents dans la ville, perpétrés par des bandes organisées. Amy remarque une boîte au trésor, qui est devenue l'objet d'intérêt des voleurs. Elle demande aux habitants d'arrêter pendant un moment de chercher des trésors, ce qui provoque une vive réaction de surprise. Le remplaçant de Jacques continue de s'asseoir dans la chambre d'isolement, étudiant calmement son livre. Zelda l'observe par la fenêtre, essayant de découvrir son plan. Pendant ce temps, le vrai Jacques reste dans le donjon forestier. Zelda sent un problème et décide de quitter la ville. Jacques étudie les informations mises à jour dans le livre et en déduit qu'une bataille se prépare dans la ville. Bien qu'il ait prévu de semer le chaos dans la ville, il ne s'attendait toujours pas à de telles conséquences. Jacques dit à Wesman que seul davantage de chaos le satisfera, mais ses pensées restent incompréhensibles pour le gobelin. Les amis décident de ne pas se laisser distraire et continuent de nettoyer le donjon. Dans la pièce qui s'ouvre, il rencontre le roi démoniaque Takloa. Jacques commence à lui poser des questions sur un roi nommé Krasina. Le démon n'est pas content du ton du héros, il devient furieux, ses yeux deviennent rouges. Une hache de classe légendaire apparaît dans les mains de Jacques, atteignant la divinité et conférant au corps de son détenteur la plus grande force. La hache convertit toute la puissance physique de l'attaque en puissance magique, et la grotte est secouée par une forte explosion. Une réunion entre représentants de la police et de l'armée est sur le point de commencer dans la salle de conférence de la police municipale. Le détective John rapporte qu'une créature démoniaque est apparue dans la ville et que son élimination est une priorité. Pour réussir, le détective suggère que l'armée et la police s'unissent. Robert et Amy, présents dans la salle, acceptent immédiatement cette démarche. Jacques a vaincu Takloa dans une bataille où personne n'avait jamais vaincu le roi auparavant. Personne ne pouvait même s'approcher du démon et essayer de le frapper avec une arme. Jacques lui donne une dernière chance de fournir des informations sur le roi Krasin. Takloa utilise la magie et disparaît du champ de bataille. Jacques essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. Le donjon disparaît, une puissante poussée projette le gobelin et Jacques vers le haut, où le griffon parvient à les rattraper. La seule chose que Jacques a réussi à apprendre du roi, c'est que plus il obtient d'informations du livre, plus sa fin se rapproche. Le héros décide de se concentrer sur la mission en cours, il reste 3 jours avant son achèvement. Wesman doute que les autres héros soient capables de tenir le temps restant pour défendre la ville, mais Jacques a confiance en eux. 3 jours passent, la criminalité continue de régner dans la ville, il est conseillé aux habitants de rester dans la zone de sécurité située sur la route principale. L'hôpital manque d'antidotes et d'autres médicaments, il n'y a rien pour sauver les blessés et le nombre de victimes augmente. La police est incapable de faire face à ses responsabilités, les criminels deviennent de plus en plus forts. Le démon de la ville a rassemblé une armée entière de ses partisans et se prépare à prendre le contrôle de la ville. Les soldats de l'armée tentent de résister, mais la créature bloque facilement les balles. Amy et John entrent dans la mêlée, une bataille furieuse commence, les éléments du feu et de la nature contre l'aura démoniaque. Le détective se bat au premier plan, il est prêt à sacrifier sa vie pour la victoire. Wesman entre dans la bataille apparemment sorti de nulle part et déclenche une rafale de coups de poing. Amy et John regardent avec ravissement ce qui se passe, ils ne peuvent pas comprendre qui est devant eux. Le gobelin n'est clairement pas content de son élève, qui ne pouvait pas faire face à un guerrier de 3e ordre. Amy n'en croit pas ses yeux, elle ne s'attendait certainement pas à voir Wesman sur le champ de bataille. Un panneau apparaît devant les habitants de la ville avec la note « Dernière nouvelle, le 2e dieu de l'or a été découvert. Le but de la mission a été modifié, le dieu de l'or qui recevra le plus de récompenses gagnera. Les citadins qui ont offert des trésors au dieu victorieux recevront des récompenses incroyables, les autres ne recevront rien.
La valeur des trésors du dieu de la ville est de 185 000, celle des participants est de 34 000. La valeur du trésor du dieu de l'or du désert est de 38 millions, le nombre de participants est d'un. Jacques survole la ville sur un griffon, inspiré par son avantage. Son projet d'unir la ville autour d'un leader a été un succès, mais un tel leader ne lui convient clairement pas. En voyant le héros, le démon tente de l'attaquer. Une aura ennemie s'approche de Jacques comme un énorme nuage de boue. Le griffon boit instantanément tout le poison, qui constitue sa principale source de nutrition. Cela permet à Jacques de porter facilement un coup dévastateur au démon. Amy et John regardent le héros comme s'il était un vrai dieu. Jacques déclare aux habitants qu'il est le seul à offrir des trésors au dieu du désert. Quiconque fera cela deviendra victime de la souveraineté. Jacques, plein de haine, délivre un message moqueur aux habitants et s'envole. Wesman quitte également la ville avec lui. Une réunion urgente de tous les habitants a lieu sur la place principale. Amy appelle les gens à s'unir, car ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'il sera possible de collecter davantage de trésors. Les gens considèrent Jacques comme le principal mal, ils le détestent. Les habitants acceptent volontiers de s'unir. Dès que Zelda ne participe pas à l'assemblée générale, elle continue à chercher des trésors dans la forêt. Elle trouve quelque chose qui peut lui apporter bien plus d'avantages qu'un trésor, une peinture rupestre avec une manière alternative de terminer la mission. Et si vous n'offriez pas de trésor au dieu de l'or, mais que vous le tuiez simplement?